Alors bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter effectivement le contrat de pro qui est le dispositif en définitive qui a le moins été impacté par cette réforme du 5 septembre. Donc pour vous ça va être des rappels, vous êtes certainement très au point sur le contrat de professionnalisation, donc ça va être très facile, vous allez voir. Donc on va parler des bénéficiaires, de comment ils construisent le contrat, des aides, du tutorat. Voilà en gros ce que je vais vous présenter. Donc concernant les bénéficiaires du contrat de professionnalisation, pas de changement. Donc les jeunes de 16 à 25 ans pour compléter une formation initiale, les demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans, les bénéficiaires du RSA, de l'AAS ou de l'AAH, également les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion, qui maintenant s'appelle le parcours emploi compétences, PEC. Encore les jeunes étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention étudiant. Voilà pour les bénéficiaires. Alors, les qualifications visées, pas de changement non plus sur l'essentiel. Donc, on vise, dans le cadre d'un contrat pro, un diplôme ou un titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. On peut également faire une qualification qui est inscrite dans les conventions collectives nationales et également des CQP. Et par contre, la seule nouveauté, c'est le contrat de professionnalisation expérimentale qui va permettre en fait de pouvoir viser autre chose que du diplôme certifiant. Mais vous en saurez plus tard, parce qu'on va l'aborder plus longuement après. Donc je vais laisser ce point-là pour l'instant et on y reviendra après. Les caractéristiques du contrat. Alors, un CDI de 6 à 12 mois, avec une période de professionnalisation située en début de contrat, avec un allongement possible jusqu'à 24 mois, voire 36 pour les publics spécifiques. Également possible un CDD de 6 à 12 mois, et qui peut aller jusqu'à 36 mois pour les publics jeunes âgés de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire sans qualification, les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, qui sont inscrits depuis plus d'1 an à Pôle emploi, les bénéficiaires du RSA, de l'AAS et de l'AAH, et les personnes ayant bénéficié d'un CEI-PEC. Ce contrat il peut être fait à temps complet ou à temps partiel, et il peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée maximale d'1 an. La durée de la formation dans le cadre du contrat, donc c'est 150 heures minimum. Cette durée elle doit être comprise entre 15 et 25%. La durée des enseignements généraux. Durée conventionnelle qui est plus longue qui est possible. La durée minimale, cette durée minimale, elle peut dépasser 25% par accord de branche ou pour les bénéficiaires suivants, donc les jeunes de 25 ans pour compléter leur formation initiale, mais qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui n'ont pas un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel. Les bénéficiaires du RSA, de l'AAS, de l'AAH ou une personne ayant un CEI ou un PEC. Enfin, c'est la même chose. Les bénéficiaires de l'allocation parents isolés dans les DOM et certaines collectivités comme Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai eu du mal à le passer celui-là. Le financement des contrats. Donc il va de soi que le salarié ne doit supporter aucun frais pédagogiques, frais d'inscription, frais de transport et d'hébergement. Le financement est assuré par les OPCO selon des forfaits définis par chaque OPCO et selon les priorités des branches professionnelles. Le taux de rémunération légale, alors il y a mon petit tableau. Alors, 2 critères à prendre en charge pour le calcul du salaire dans le cadre d'un contrat pro, l'âge du bénéficiaire et le diplôme à l'entrée au démarrage du contrat pro, le niveau. Donc, je ne vais pas détailler ce tableau, vous pourrez vous y référer, mais c'est les 2 critères qui sont pris en compte. Il peut y avoir des rémunérations plus favorables par accord de branche. Les aides. Alors, les aides de Pôle emploi pour des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, quelle que soit la nature du contrat, CDD ou CDI.
une aide à l'embauche d'un demandeur d'emploi pour les 45 ans et plus. L'AGEFIP aussi propose une aide pour les travailleurs en situation de handicap, et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site de l'AGEFIP. Une aide est aussi offerte aux employeurs avec une exonération des cotisations patronales d'assurance sociale et d'allocations familiales pour les 45 ans et plus. Exonération spécifique pour certains groupements d'employeurs également. Alors, rupture du contrat de professionnalisation. Une rupture est possible pendant la période d'essai des deux côtés, enfin pour les deux parties. En dehors de la période d'essai et pour les contrats en CDD, il faut que ce soit dans le cas d'une faute grave, un accord à l'amiable, une rupture conventionnelle, une embauche en CDI à l'initiative de l'employeur, un cas de force majeure, difficulté économique de l'entreprise, etc. Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu en CDI, les modalités de rupture du contrat sont les mêmes que celles d'un CDI de droit commun. Le renouvellement du contrat. Donc le contrat de professionnalisation peut être renouvelé une fois s'il est conclu en CDD. Ce renouvellement est possible si, dans le cadre du deuxième contrat, la qualification visée est supérieure à celle préparée dans le cadre du premier contrat de professionnalisation. Il peut également renouvelé pour d'autres motifs. Donc, s'il a évidemment échoué à l'obtention du diplôme préparé, donc il peut le représenter. Dans le cadre d'une maternité, on peut renouveler aussi une maladie, un accident du travail, une défaillance de l'organisme de formation. Donc le tutorat dans le cadre du contrat de professionnalisation est obligatoire et systématique. Le tuteur peut être un salarié de l'entreprise, il doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec le contrat préparé par la personne en contrat de professionnalisation. Le tuteur donc, ne peut pas accompagner plus de 3 alternants à la fois. Et le tuteur peut également être un employeur. Mais dans le cadre d'un employeur, celui-ci doit bien sûr remplir les conditions de qualification d'expérience, les mêmes que précédemment. Et par ailleurs, il ne peut pas encadrer plus de 2 alternants à la fois. Donc ce tuteur assure un suivi personnalisé et il le formalise dans un document qu'on peut appeler un cahier de suivi. Par exemple, ce document doit être présenté en cas de contrôle. Alors, oui, effectivement, on a beaucoup parlé d'alternance pour les nouveaux entrants, pour embaucher, mais l'alternance, ça vaut aussi pour les salariés de l'entreprise, puisqu'on peut utiliser notamment au travers d'un dispositif PROA, la possibilité de les faire monter en compétences et de les qualifier. Donc PROA, c'est reconversion et promotion à l'alternance. Ça a remplacé le dispositif que vous avez sans doute connu, qui était la période de professionnalisation, avec quelques petites modifications. Donc l'objectif de la PROA pour un salarié, c'est bien de changer de métier, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle, avec des formations éligibles pour répondre aux critères d'éligibilité de ce dispositif. Il faut que la formation soit une certification qui est définie par un accord de branche, mais là, on est dans l'attente de décret, soit un diplôme, soit un titre inscrit au RNCP ou un certificat de qualification professionnelle. Ça peut être une certification reconnue dans une convention collective de branche, une VAE ou une formation CLEA, le socle de connaissances et de compétences. La PROA, ça s'adresse à tous les salariés qui sont en CDI ou en PEC-CDI. Par contre, il faut qu'ils aient un niveau inférieur à la licence. La formation doit obligatoirement viser une qualification du niveau au moins identique à celui qu'il a déjà obtenu et il peut être en activité partielle. Alors, on est bien sur une logique d'alternance, avec une alternance entre des heures en centre de formation et des heures en entreprise. La durée de la formation, comme pour le contrat pro, doit être comprise entre 15 et 25% de la durée totale de la PROA, avec un minimum de 150 heures hors disposition conventionnelle. La durée de la PROA, c'est entre 6 et 12 mois. Ça peut être d'une durée supérieure dans certains cas. Et la désignation d'un tuteur en entreprise est obligatoire.
Alors c'est là que je crois que c'est toujours fini, mais c'est pas fini. Voilà. Alors la ProA peut se faire en dehors du temps de travail, avec un accord écrit du salarié. Alors cette durée en dehors du temps de travail, elle est limitée quand même. Soit la limite est déterminée par un accord de branche, et sans accord de branche, à défaut, ça sera dans la limite de 30 heures par an. C'était 80 heures pour mémoire sur les périodes de professionnalisation. Ou 2% du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année. Les heures de hors temps de travail ne donnent pas lieu au versement d'une allocation de formation, et ça depuis le 1er janvier 2019. Et alors, attention, très important pour les entreprises, quand on fait une ProA, quand on propose une ProA à un salarié, ça donne lieu à la conclusion d'un avenant au contrat de travail. Et cet avenant au contrat de travail doit être déposé auprès de l'OPCO compétent. Donc sachez que les OPCO ont des modèles pour les entreprises de ces avenants au contrat de travail. Et cet avenant va devoir préciser la durée de la formation, l'objet. Et là, pareil, on attend des précisions.